Salut l'équipe, The Last Dance, c'est fini, mais on s'est dit qu'on allait quand même s'offrir un dernier match, un match 7, un dernier débrief global de cette série qui a fait tant parler, qui déchaîne forcément les passions. Et pour ce débrief décisif, je ne pouvais pas me passer de mes gars plus que sûr. Il pourrait parler de Michael Jordan pendant des heures. Et en plus, il a des réactions de Jordan lui-même à nous faire partager. Comment ça va, Nico? Ça va, et vous, les gars? Ça va très bien. On est ravis de pouvoir reparler une dernière fois de The Last Dance. Quand même, c'est ça. C'était vraiment un beau document, c'est sûr. Et tu as des petits insides, hein, c'est ça? Tu ne nous en dis pas plus, on verra par la suite, mais il y a eu un petit zoom général avec Michael Jordan et tu as des petites infos. Exactement. Parfait. Cette semaine, il est devenu une star sur Twitch. Je pense que dans une semaine, il sera une légende sur Warzone. What's up, Stephen Brun? Salut. Improbable, je me suis retrouvé à commenter de la Formule 1 avec… Frérot, c'est l'avenir, l'e-sport. C'est l'avenir, l'e-sport. Merci Tony, merci. Wilson Ouspondig, lui, il n'en a rien à branler. Il veut juste revoir et jouer au basket et pouvoir surtout en parler. Comment ça va, mon Tom? Ça va super, écoute, on a un beau plateau aujourd'hui pour finir de débriefer ce The Last Dance. Et en plus, avec quelques jours de plus, il y a des trucs qui ont travaillé dans nos têtes, donc ça va être intéressant. Ouais, et puis il y a des mecs qui sont montés au créneau, apparemment. Ouais, il y a des gars pas contents, vraiment pas contents. Et puis, tant qu'à faire, pour faire ce dernier débrief, autant avoir dans l'équipe un top 10 ou top 15 meilleur meneur all-time NBA. C'est selon certains. Merci en tout cas, Tony. Selon Stephen Brun, selon l'humeur de Stephen Brun. C'est quand ce qui a fait beaucoup parler et beaucoup rire. Hein. Ah, c'était super sympa. Merci de me réinviter, surtout pour The Last Dance. Hein. Vous connaissez mon histoire avec Jordan et les Bulls. Et c'était cool parce que Stephen, comme tu as dit, hein, c'est devenu une star sur Twitch, donc de revenir et de rediscuter sur qui est le meilleur joueur de l'histoire, quel est le meilleur documentaire de l'histoire tous les jours. Il n'y a pas de problème. Justement, Tony, on va commencer avec toi, forcément. Quelles sont tes impressions globales sur ce documentaire qui a fait beaucoup parler, en bien et un peu en mal aussi? Pour moi, déjà, je trouve que c'est un des meilleurs documentaires de sport de tous les temps parce que d'avoir autant de inside sur peut-être un des meilleurs sportifs de tous les temps, tout sport confondu, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et le timing, en fait, que ce soit 22 ans après, qu'on soit tous en confinement, que tout le monde peut regarder et on peut analyser, c'était vraiment des circonstances incroyables. D'ailleurs, ça a battu tous les records aux États-Unis pour un documentaire. Et c'était vraiment intéressant parce qu'après, chaque semaine, comme il n'y a pas de sport, tous les shows comme vous, ils débattaient de malades. C'était un truc de ouf, que ce soit Stephen A. Smith, tout le monde, tu vois, ils étaient tous en train de débattre. Tout le monde venait sur des shows pour donner leur version. Et je pense que ça a donné encore plus de l'ampleur à ce documentaire et on va en parler encore pendant des années et ça va débattre comme on va faire aujourd'hui pendant encore beaucoup de temps pour savoir qui est le meilleur de tous les temps. Mais c'est vrai que moi, j'étais très nostalgique. Hein. Moi qui a grandi dans cette période-là, moi, je suis allé au match de Monaco, j'étais allé voir la Dream Team. Moi, c'est la Dream Team et Jordan qui m'a donné envie de jouer au basket. Ça a eu un impact énorme sur ma vie. Et c'est vrai que de revoir tous ces moments-là, à la fin de l'épisode 7, j'ai quand même versé ma petite larme quand même à la fin de l'épisode 7. Oh, là, c'est mignon ça. Toi, t'as dit petite larme, Steph, il s'est roulé par terre en pleurant. Non, mais Stephen Brun, il ne peut pas savoir. Il a été champion de quoi, Stephen Brun? Il a été champion de quelque chose ou quoi? Je crois que j'ai plus de titres de champion de France que toi, mais t'es parti un peu tôt pour en gagner. C'est pas faux. Mais quand tu as gagné quelque chose à n'importe quel niveau, hein, parce que là, je plaisante bien sûr avec Stephen, mais si tu as gagné à n'importe quel niveau, tu peux comprendre, tu vois, ce que c'est les sacrifices qu'il faut pour réussir au niveau. Et des fois, c'est clair que ça fait des dégâts par rapport à certaines relations parce que tu es tellement focus pour gagner ce titre. Mais après, avec le recul, je pense que ça a dû le piquer et de le voir réagir comme ça, c'est que quand même, il avait un cœur et même s'il voulait gagner, c'était important pour lui que ses coéquipiers partagent ça aussi. C'est archi intéressant ce que tu dis parce qu'à un moment donné, pendant les débriefs, les multiples débriefs qu'on a fait, à un moment donné, on a fait une comparaison avec toi et Jordan sur la dureté qu'on peut être avec ses coéquipiers, toujours dans ce but de vouloir gagner. Et forcément, on avait Nico qui a été témoin de ça. Nico, tu nous expliquais que des fois, Tony, en entraînement, il mettait des coups de pression plus que durs.
Ah bah oui, non, mais il y a eu une période voilà, où c'est là justement, on avait une fenêtre entre 2009 et 2013 surtout. On devait gagner, on était tout le monde à son prime, toute l'équipe avait un truc spécial à ce moment-là, surtout en 2011. Et on ne pouvait pas laisser échapper ça. Donc, quand on voit la fameuse speech que Tony fait à la mi-temps de France-Espagne, ça c'est un parmi tant d'autres. Hein. C'est pas anodin, c'était pas unique comme discours qu'il a eu. Il a toujours été très très dur avec nous en général, à l'entraînement et au match, et c'est ce qui nous a fait grandir. Et personne n'a pris personnellement ce que vous expliquez il y a quelques semaines. Et c'est ce qui nous a fait aussi avancer et monter dans tout le succès qu'on a pu avoir en équipe de France. Et Tony, tu as déjà été jusqu'au contact physique, toi? On a vu que Jordan avait mis une petite praline à Steve Kerr. Tu as déjà été Non. jusqu'au contact physique avec un coéquipier? Non, je suis jamais allé jusqu'au contact physique. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que Nico il disait, et c'est marrant après quand tu fais ton livre et tu essaies de te rappeler de tout ce qui s'est passé. Et je raconte l'histoire où, pareil, j'avais les larmes aux yeux avant la finale de 2013, avant la Lituanie, où j'ai l'impression que tu as toute la pression du pays et que tu dis, j'espère que tous ces moments-là où j'ai été, c'est clair, très dur avec mes coéquipiers pour les pousser pour que le basket français se fasse respecter, bah, j'espère que ce n'était pas pour rien. Et heureusement, on a gagné ce titre. Tu parles de l'émotion de Jordan, donc c'est vrai qu'on le voit aux larmes à un moment donné, presque comme, j'ai pas envie de dire regret, parce que je pense que pour lui, c'était sa manière, il n'y avait que cette manière de faire. C'est pas un sentiment de regret. C'est pas un sentiment de regret. Je pense que le sentiment, parce que je suis bien placé pour savoir, c'est de montrer que tu faisais ça par amour, en fait. Parce que tu voulais gagner et parce que tu sais, tu cares. Tu as tellement envie de gagner et que tu as envie que tes coéquipiers ils vivent ça. Parce que moi, j'étais champion NBA et je jouais avec mes coéquipiers d'équipe de France qui n'avaient jamais rien gagné. Et j'avais envie qu'ils vivent ça, qu'on gagne quelque chose ensemble. J'avais envie de gagner un truc avec Boris, gagner un truc avec Nico, gagner un truc avec Ronnie, gagner un truc avec Nando. J'avais vraiment envie de gagner avec eux. Et c'est pour ça que tu avais ce sentiment-là. C'est clair qu'ils ont dû, bah, Nico et les autres, ils ont dû me prendre pour un malade. J'étais tous les soirs dans les chambres, être sûr qu'ils aillent au lit, personne fait n'importe quoi. Il faut qu'on reste focus, les gars. Ah non, mais juste pour la petite histoire juste par rapport à l'Euro en 2013, c'est moi j'étais en chambre avec Antoine Dio et tu as Tipeee qui arrive, il était 1h du matin, je crois, un truc comme ça. Que tu viens dans la chambre avec Antoine, tu fais ouais, je suis fatigué, les gars, demain c'est vous qui gagnez la finale. Ah, avant la finale. Ah, on n'assume pas les responsabilités. On peut faire avec. Non, mais le truc, c'était bien, c'est que tu vois, même Antoine et moi, on était jeunes. On se dit, putain, voilà, on est en finale de l'Euro, on a déjà perdu 2 ans avant, il faut vraiment qu'on la gagne parce qu'on vient de battre l'Espagne, c'est la Lituanie, là, on n'a pas d'excuses. Et en fait, d'avoir Tony juste qui vient à 1h30 du matin dans la chambre parce qu'il n'arrive pas à dormir et il nous dit, Mathilde, demain, les 2 genoux, parce qu'on était les deux petits jeunes, c'est vous, bah, tu regardes après mi-temps qu'Antoine et moi on fait. C'est pas là où il met le buzzer, Antoine Dio, et tu lui dis, Ouais. Tony, Ouais. célèbre pas, ça va les énerver. Oui. On était libérés parce qu'on avait ça, on savait que le meilleur, on savait qu'il allait être MVP quoi qu'il arrive, et du coup, qui nous lègue ça, entre guillemets, qui nous pousse, on a pu nous l'aider parce qu'il nous a sauvé le cul quand même en demi-finale, surtout en première mi-temps contre l'Espagne. Donc, ça nous a fait, voilà, ça nous a boosté et ça montre aussi le leadership qu'il avait sur nous. Est-ce que Vas-y, Steph. Tony, au Spurs, il y a un joueur qui a été dur avec toi. On sait que Pop a été dur en tant que coach, mais il y a un joueur qui a été. Non, c'était Popovic. C'était Popovic. Tu sais, Robinson, Popovic, David Robinson, Tony, il n'y a pas eu des pseudo petits bifs sur une finale NBA? Non. Il n'avait pas à un moment fait une déclaration un peu chelou? Non. Il y a longtemps, non. hein, bon, après, tu as peut-être pardonné, mais je me souviens que tu avais eu un Ah petit. non, franchement, non, rien de. Avec David, il n'y a jamais eu de bif avec David. Jamais. D'accord. Alors, du coup, il y avait Pop qui drivait un peu, mais est-ce que, Ouais. tu vois, là, on parlait de Jordan, la filiation et tout. Est-ce que le leadership, ça s'apprend forcément de quelqu'un d'autre, ou est-ce que toi, tu as toujours su que tu l'avais en Non, toi? pour moi, c'est quelque chose que tu as en toi ou tu l'as pas. Tu peux pas forcer quelqu'un à être leader s'il l'a pas en lui. Et après, tout le monde peut être un leader différemment. Et c'est ça ce que Jordan il dit. If you want to play that way, play that way. Et if you don't want to play that way, don't play that way. C'est juste que lui, il jouait comme ça et c'était sa façon à lui pour être le meilleur de tous les temps. Mais LeBron, c'est un très bon leader et c'est différent. Magic Johnson, c'était différent. Larry Bird, c'était différent. Et donc, tu peux être un leader différent. Nico, c'était un leader différent en 2014 quand ils sont allés chercher la médaille de bronze sans moi. Tu peux le faire Boris est un leader différemment. différent en équipe de France.
Ouais, exactement, exactement. C'est différent. Et après, tu peux avoir plusieurs leaders dans l'équipe. Tu vois, nous, avec les Spurs, c'était le Big Three. Chacun avait un peu son rôle Big Three et chacun à notre façon, on était leader à notre façon, que ce soit moi, Tim ou Manu. Nico, juste après la fin des 2 derniers épisodes de The Last Dance, tu as eu un Zoom avec les Hornets et Michael Jordan, à qui tu as demandé si tu pouvais donner 2-3 billes de cette. Ouais, j'ai demandé réunion, confirmation. J'ai demandé confirmation quand même. J'ai envoyé un voilà. message. Je t'ai Il m'a envoyé un texto, j'étais chez moi. Il demande à Michael Jordan s'il peut donner des infos à la First Team. Il lui dit qu'est-ce qui t'est Go ahead. Je dis, bon, bah, écoute, Sure, go ahead. sure, go ahead. J'ai un show avec 2-3 potes sur YouTube. Bref, c'est pas grand chose, mais moi, ça me fait toujours marrer. Bref, donc, Tu as essayé de gratter le 06. Hein. Bon, envoyer les messages. on s'appelle régulièrement depuis. Il me demande si l'OM va être racheté et tout, donc il est très intéressé. Nico, qu'est-ce que Duke Jordan, du coup, maintenant que le documentaire est fini, qu'est-ce qu'il en a pensé de tout ça? Non, voilà, donc on a quand même posé pas mal de questions donc par rapport au leadership, 2-3 histoires que tout le monde connaît, mais il y a surtout 2 points, moi, qui m'ont retenu. C'était l'histoire des Wizards qu'on n'a pas la semaine dernière avec toi, Thomas. C'est pourquoi il n'a pas fait les Wizards. Et il disait qu'il n'a pas voulu mettre les Wizards parce que déjà, c'était vraiment que centré sur les Bulls, déjà. Donc, même s'ils n'ont pas marqué à la fin, mais c'est quelque chose, entre guillemets, où il n'a pas su avoir la patte qu'il a eue sur les Bulls. Donc, c'est-à-dire montrer son leadership et imposer sa patte. Il y a eu 3 ans d'écart entre les deux, quand même. 3, oui, il s'est repris après en 2001. Ouais. Ah, Et en c'est fait, ça, en 3 ans, il y a eu tellement de changements qu'en fait, il ne voulait pas, entre guillemets, montrer un regret. Car il disait que je pense que s'il a à refaire, il ne le referait pas. Il ne rejouerait pas pour Ah, Washington. ça, c'est intéressant déjà. Ouais. Lui, il en parle comme un regret. Il se dit, j'aurais jamais dû le faire. Ouais, il dit, je ne le referai pas. Mais là on est tous d'accord que. Il a cru. On oublie Jordan à Washington. On est tous d'accord que pour nous, on l'oublie. Il allait aider, que ça allait marcher et tout, mais en fait, ça avait tellement changé que personne en gros acceptait sa méthode. Et il regrette. Ça, tu vois, Steph, alors du coup, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Tony, puisque tu as pu jouer contre Jordan grâce à ce retour. Moi, tu vois, de mon œil de garçon de 11-13 ans pendant les 2 années à Washington, moi, je me rappelle de grands souvenirs de Jojo. Alors, il ne fait pas les playoffs, mais il y a plein d'images iconiques, un contre où il récupère la balle, la feinte comme ça, le All-Star Game 2003 avec Maria Carey et sa robe incroyable. Il y a quand même des souvenirs qui Sacré souvenir, ça. Sacré souvenir, celui-ci, ouais. Maria Carey, c'est ça. Le Maria Carey qui chante l'hymne en robe, là, elle était incroyable. Mais tu vois, je comprends les regrets de Jordan, mais je pense que tous les joueurs comme Tony qui ont pu jouer contre Jojo, je pense que personne ne regrette. Et puis pour les fans, c'était une autre manière de dire au revoir une deuxième fois et de profiter du meilleur joueur de tous les temps. Ouais, après, moi, franchement, bien sûr, c'était un honneur de jouer contre lui et j'ai kiffé, mais j'aurais préféré qu'il ne revienne pas, franchement. J'aurais préféré qu'il ne revienne pas. J'aurais préféré qu'il reste avec son dernier tir. Moi, j'ai plus de regrets, c'est que je suis sûr qu'ils auraient gagné un 4e titre. Ils auraient fait 4 de suite. C'était contre ton équipe, par contre. Surtout en 99, où la saison, c'était que 50 matchs. Donc, ça aurait été parfait pour eux. Dans ce cas-là, Tony, ça veut dire qu'ils battent les Spurs, quand même. Ils battent les Spurs. Oui, mais bien sûr. Ça veut dire que et les Spurs seraient passés comme toutes les autres équipes. La première finale, c'est pour apprendre. Et voilà. Mais attends, les Bulls en 99, mais ils auraient fait forfeit. Après, tu peux te poser la question parce que est-ce que Rodman aurait pu faire une autre année? Est-ce qu'il aurait supporté les 6 mois sans jouer? Est-ce qu'il serait revenu? C'est ce que je te dis. Là, il aurait eu grave des vacances là. Ils ont repris qu'en janvier la saison. Imagine 6 mois de vacances à Rodman. Dans quel état il revient du catch. Et ben justement, tu devrais avoir la réponse en regardant ce documentaire. Le gars, il s'entraîne pas, il revient, il prend 20 rebonds. C'est pas Sean Kemp, Rodman. C'était une bête. Force de la nature, le mec. Force de la nature. Et donc, c'est le genre de mec, même s'il s'arrête 3 mois, 6 mois, il serait revenu, mais in shape de ouf. Mais regarde Kukoc, dans la finale 98, c'est clairement limite le 2e meilleur joueur, j'ai envie de te dire, devant Pippen, parce que ils n'en parlent pas, mais le match 5 où ils perdent à domicile, il en met 30. Ouais. En match 6, c'est le 2e meilleur marqueur derrière Jordan. Donc, il était en train vraiment de Kukoc monter considérablement. Je suis d'accord avec toi, Nico. Il est titulaire, il est titulaire sur ce match. C'est Rodman qui est 6e homme.
Ce qui est- Attends 2 secondes. Erwan. Je me demandais à Tony si toi, dans ta carrière, tu as déjà eu un roadman, c'est-à-dire un mec un peu excentrique, atypique comme ça. Est-ce que toi, tu aurais pu aussi accepter que Dennis Rodman, un des leaders de l'équipe, puisse se barrer comme ça de temps en temps? Bah, c'est ce que je disais en rigolant. J'avais fait un truc un peu similaire comme vous avec, aux États-Unis. Et je pense que déjà, rien qu'avec Pop, ça aurait été impossible. Je Impossible. pense pas que, je mais pense pas que Pop il aurait accepté quelque chose comme ça. Je pense est-ce que que ça aurait été Popovic impossible. est-ce Et que Popovic a après, eu Rodman? avec moi, Duncan, Ginobili, ouais, je pense qu'on aurait du mal aussi à accepter ça. C'est pas facile de te Ouais. dire, toi, tu te défonces et l'autre, il part en vacances à Vegas pendant 4-5 jours. Tu sais, tu te dis, franchement, moi, je suis impressionné que Jordan et Phil Juste Jackson aient accepter. accepté ça. C'est incroyable, hein, je trouve. Est-ce qu'ils se disent pas, le problème, c'est qu'on a tellement besoin de ce mec-là pour être champion, il faut qu'on lui donne un petit peu. Et je pense qu'en fait, les enjeux, ils étaient tellement énormes et que de toute façon, ils ne pouvaient pas prendre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de Et marge. Ouais. qu'ils étaient tellement obsédés pour faire back-to-back three-peat qu'ils se sont dit, vas-y, on ne peut pas faire autrement. Et on a besoin de lui pour faire un three-peat. Puis le mec, en Tony, 2 ans et demi, il a tellement donné. Il a prouvé que pendant ce qu'il a pensé, c'était mi-saison, mi-troisième saison, entre guillemets. Donc, Ouais. pendant 2 ans et demi, il prouve que chaque fois, même si je me couche 6 heures du mat ou si je fais machin, demain, je serai à 100%. Il l'a prouvé pendant plus de 2 ans avant qu'il demande ça. Donc, c'est normal qu'il lui accepte. Je comprends. Quand Rodman arrive aux Spurs, quand Rodman arrive aux Bulls, il arrive des Spurs. Est-ce que toi, qui as passé 17 ans aux Spurs, est-ce que le passage de Rodman, où on sait il a des stats plutôt très bonnes, mais il se fait énormément expulser, c'est très compliqué à gérer. On imagine que ce n'est pas tout à fait le moule des Spurs. Est-ce que toi, tu as eu des histoires, des anecdotes comme ça sur Rodman et son passage aux Ouais, Spurs? bien sûr, on va raconter des histoires de malades. Des trucs de ouf. Un peu similaire de ce qu'on a vu là dans le documentaire, hein, où il partait, il faisait des voyages, il faisait des allers-retours, il loupait des entraînements, on ne savait pas où il était, personne ne savait où il était. Des trucs de malade. Et je pense que la seule raison pourquoi ça a tenu avec les Bulls, c'est parce qu'il y a Michael Jordan et Phil Jackson. Sinon, ça n'aurait jamais tenu avec n'importe quelle autre équipe. C'est juste que Rodman avait tellement de respect pour Jordan et Phil Jackson qu'il a dit je ne les laisserai jamais tomber. Ils l'ont bien géré, quoi. Ouais. Mm-hmm. Mais, ils ont réussi à tirer le meilleur de lui. Et en tant que leader et en tant que coach, Phil, le but, c'est de tirer le meilleur de tes joueurs. Popovic l'a eu comme assistant. Il était assistant aux Spurs quand il y avait Rodman. Il ne l'a pas eu en tant que coach principal. Hein. C'est ça. Il n'a pas eu en tant que. Ça aurait été Puis marrant. même, et puis même à l'époque, les Spurs de l'époque, ce n'était pas encore les Spurs que tu as connus. Ce n'était pas encore ça, parce que ce n'était pas Pop le coach encore. Ce qui est intéressant dans ce sujet, je trouve que, surtout pour les néophytes, c'est qu'on comprend comment Jordan devient Jordan aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens voient c'est le meilleur joueur de tous les temps, ou certains n'essaient pas de savoir plus. C'est une marque de chaussures et de lifestyle incroyable. Mais ce qui est archi intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on comprend d'où il vient et comment il devient la méga star qu'il est. C'est-à-dire que quand il rentre dans la chambre, quand il est rookie dans la chambre des Bulls, et qu'il voit des mecs à fumer des clopes avec des tapins et envoyer et prendre de l'AC, on est bien loin d'un mec qui va gagner 2 fois 3 titres. Et ça, c'est incroyable de prendre ce point A du début jusqu'au point. Comme en fait, il ne s'est jamais détourné de son but en disant c'est le basket, je veux gagner. Oh ben, la tentation, c'est sûr qu'il a pu dériver apparemment dès le premier jour. Hein. Il a pu dériver, on n'a peut-être jamais connu la légende et l'histoire qu'on a connue derrière. Donc ça montre la force mentale parce qu'il avait quoi, les 21 ans à l'époque. Il fait 3 ans de pas, quoi. Voilà, quoi. Tu arrives, tu es jeune, tu découvres ça, tu sors de tout, tu découvres le monde et tu tombes sur un truc, tu peux foncer dans la chambre et là, ta vie peut changer. Hein. Mais c'est encore le cas aujourd'hui en NBA. Chacun peut la gère comme il veut, mais il y a encore des tentations aujourd'hui en NBA quand vous allez dans les hôtels. Mais chaque joueur est libre de choisir ce qu'il a envie de faire de sa vie, non? Il n'y a pas beaucoup de règles. Pas beaucoup de règles, entre guillemets, en NBA. C'est la seule règle, entre guillemets, c'est juste sois pas en retard pour le bus et l'avion. C'est pas en équipe de France où tu dois mettre ton polo blanc. Ouais. Blanc, short bleu. Polo bleu aujourd'hui, polo rouge. Remonte, c'était le t-shirt en fait, c'est pas le polo. Donc, on est bien d'accord qu'un joueur NBA qui est en road trip, qui est à l'hôtel pour les matchs extérieurs, il est 100% libre de faire ce qu'il veut. Il a même une petite enveloppe de cash pour faire sa petite vie. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu fais Incroyable. ce que tu veux. En fait, quand tu atterris dans une ville l'après-midi, tu atterris toujours vers 17h à peu près, tu as dans le bus, au moment où tu es dans le bus, jusqu'à demain matin, le bus pour aller à l'entraînement,
C'est incroyable, ça. Ouais, C'est à des années-lumière du système européen où tu es obligé de manger tous ensemble. C'est même pas comparable. Hein. C'est même pas comparable. C'est pour ça que Rodman partait à Vegas. Il arrive à 17h, il a l'autre avion prêt pour Vegas. Et puis, Il était sur le tarmac. Le matin, tranquille, à 7h du matin, tranquille. Ça nous permet d'en faire un petit salut à Carmen Electra qui nous a enthousiasmés pendant ce document. Après la robe de Maria Carré, Carmen. Dans ce documentaire, donc, il y a un vrai focus sur Rodman où les gens l'ont découvert ou redécouvert et ça a été extraordinaire. Il y a aussi un énorme focus sur Phil Jackson. Toi, Tony, tu as joué pour l'un des plus grands coachs de l'histoire qui est Greg Popovich. Et Phil Jackson, on avait un débat sur le dernier débrief en se disant que ce n'était pas spécialement le plus grand tacticien, mais que c'était un grand manager. Et Thomas fait une comparaison un petit peu à la Sir Alex Ferguson. Ouais, c'est une bonne comparaison. C'est un meneur d'hommes hors pair et comprendre la mentalité et essayer de tirer le meilleur de ses joueurs. Et c'est pour ça que, tu sais, OK, Pop, bien sûr, pour moi, mais je suis un peu biased et je vais dire Pop, mais Phil Jackson, il est très, très près. Hein. Franchement, moi, Pop et Phil, c'est les deux meilleurs, je pense, qu'on coach en NBA. Après, tu vois, on peut se poser la question pour Phil Jackson. Ouais, est-ce que Phil Jackson peut être un entraîneur d'une moyenne équipe? C'est ça la vraie question pour Phil Jackson. Il n'a jamais eu de moyenne équipe dans sa vie. Ouais, d'accord. Pop, il n'a jamais eu de moyenne équipe aussi. Hein. Ouais, mais absolument. Mais Pop, c'est vraiment, tu vois, du regard extérieur. Parce que Pop, le connaissant, avec sa patience, là, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu faire une moyenne équipe. Hein. Ouais, mais en tant que jeune coach. Cette année, j'ai pas l'impression qu'il est. Ouais, j'allais dire, cette année, c'est pas une équipe top non plus, Tony. Et ils n'allaient pas faire les playoffs. Voilà. Ah, donc, tu penses aussi que Pop, il n'est pas capable d'être. C'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à la fin de la journée, tu peux être un bon coach, mais à la fin de la journée, c'est les joueurs qui jouent. Hein. Il te faut des bons joueurs. Hein. Il te faut des bons joueurs sur le terrain. Donc, oui, le coach, oui, bien sûr que c'est important. Mais tu mets je disais toujours, tu mets Pop avec les Clippers de l'époque, là, quand ils étaient nuls. Mais ils vont être nuls quand même s'il y a Pop. Hein. À un moment donné. Et à l'inverse, si tu mets un mauvais coach dans une bonne équipe. Il te faut des joueurs. C'est les joueurs qui mettent les paniers, c'est les joueurs qui prennent des décisions. C'est tout. Hein. Et si tu mets un mauvais coach dans une très bonne équipe, est-ce que ça gagne quand même? Tu auras quand même des résultats parce que si tu as Jordan, quoi qu'il arrive, tu auras des résultats. Si tu mets Claude Bergeau. Pour dire ce que tu dis, Tom, là, c'est le truc, c'est en 93-94, quand Jordan part, et puis ils font venir beaucoup de nouveaux joueurs. Ouais. On n'attendait pas énormément d'eux. Et ils sont quasiment en fin de conférence. Absolument. C'est lui, et tout le monde dit que c'est sa meilleure année coaching. Donc, parce que, oui. Mais après, tu vois, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Il disait aussi qu'il surfait sur de hauts espoirs de fin de saison, un état d'esprit conquérant, mais aussi plus de liberté. Et tu as raison, c'est vrai, mais on pourrait aussi dire que… Mais après, ils sont revenus dans la réalité quand même. 95, sont cata, voilà. C'est ça. Oui. C'est parce qu'à un moment donné, Jordan, tu ne le remplaces pas comme ça et encore… Clairement. Depuis la fin du documentaire, il y a eu quoi, même une petite semaine, même pas. Il y a eu quand même des réactions d'anciens coéquipiers qui ont dit bon, vous êtes gentils avec le documentaire, mais Jordan, les coups de pression, il savait à qui les mettait, ça se passait pas comme ça. Et notamment, c'est Ron Harper et Horace Grant qui sont montés au créneau. Comment, Nico et Tony, vous avez pris… Attends, d'abord, Ron, je vais lire ce qu'ils ont dit. Vas-y. Parce que du coup, Rivers a fait la traduction. Autant qu'on lise parce qu'ils disent des trucs. Alors déjà, il y avait une histoire de Horace Grant qui… Michael Jordan, dans l'avion, lui piquerait sa bouffe, lui cacherait sa bouffe. Ah, il dit à la steward, le serre pas, il a été nul. D'accord. Et ben alors, la réponse d'Horace Grant, il dit que ce soit bien clair au sujet de cette histoire de nourriture, qu'il m'avait pris ma bouffe, je lui aurais cassé la gueule, les gars. Il n'y aurait pas de Air Jordan aujourd'hui, pas de palmarès avec 6 titres, je vous le garantis. Bon. Ron Harper, derrière, il dit sur du coup le fait que Jordan soit dur avec certains coéquipiers, lui dit Michael savait à qui il pouvait mal parler et qui il pouvait pousser. Il marchait à l'exemple, mais il ne pouvait pas s'attendre à me parler mal sans que je lui fasse la même chose en retour. Ça marchait avec Scott Burrell parce qu'il n'était pas assez viril pour se défendre, mais il fallait clairement pas déconner comme ça avec moi. Et Grant rajoute, on ne le voit pas dans le documentaire, mais la moitié des gars sur lesquels il y allait fort lui répondaient. Moi, vous savez très bien que je lui répondais, MJ… j'ai perdu ma phrase, mais en tout cas, et il finit sur si tu savais te défendre et que tu n'étais pas Will Perdue ou Steve Kerr. Donc, il met quand même des petits taquets à des coéquipiers. Il n'y a pas rien de choquant. Parce que même, il y a des mecs qui lui répondent, mais justement, c'est peut-être ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il gueulait sur tout le monde quoi qu'il arrive.
J'ai l'impression qu'il teste les mecs, en fait. Savoir Mais qu'il y a du caractère ou en pas. reportage, hein, tu vois qu'en 98, il met un taquet à Ron Harper à l'entraînement. Il lui en met un. Donc, il sait à qui il met. D'accord, il va peut-être le mettre moins fort à Scottie Pippen ou à Rodman ou je sais pas, à l'époque, c'était B.J. Armstrong ou Horace Grant, c'est sûr, parce que c'est des mecs qui sont établis. Ron Harper, en 98, il est établi. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il a été All-Star, je crois, déjà, Ron Harper avec les Cleveland, je crois, au Cleveland. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont établis, les mecs. Il n'y a pas à le mettre le même taquet qu'à Scott Burrell qui arrive et qui n'a rien fait encore. C'est normal. On sent un peu de. Ron Harper, moi, ça m'a surpris parce que j'ai l'impression qu'il était proche de Jordan. Autant Horace Grant, j'ai senti qu'il y avait, il y Il avait un appelle vrai snitch. somme. Ouais, il appelle snitch hein, quand même, Alors Jojo. ça, Hein. pareil, Sabine Armstrong dit que c'est pas que Horace Grant sur le livre Jordan Sam Rules, Smith, c'est aussi un petit peu tout. Toi, Tony, tu as connu un petit peu ces ambiances, des fois parfois un peu délétères dans une équipe avec peut-être des groupes, des mecs qui sont pas d'accord avec les leaders. Non, ça peut toujours arriver, hein, ça c'est sûr, hein. Après, tout le monde a des égos et des fois, c'est peut-être pas facile à gérer. La jalousie aussi, pas facile à gérer parce qu'avec Jordan, j'imagine même pas comment ça devait être dur à gérer pour les coéquipiers. Et c'est vrai que Jordan, moi je suis d'accord avec Nico, il sait très bien ce qu'il faisait. Il faisait exprès, il sait très bien à qui il allait crier et comment, parce qu'à la fin de la journée, il voulait tirer le meilleur de ses coéquipiers et il voulait gagner. J'ai l'impression quand même que ses anciens coéquipiers lui reprochent un peu d'avoir été très fort avec les faibles de l'équipe, je mets faible évidemment entre guillemets, mais qu'avec les forts, il l'ouvrait un peu moins. C'est aussi ça qu'ils disent, Mais les anciens coéquipiers. Tom, c'est une technique de. On a connu tous, peu importe à nos niveaux, des coachs où tu fais passer des messages aussi. Des fois, tu en prends un mec, c'est pas que personnellement. Tu fais aussi passer des messages que tout le monde entend. Ouais, mais le message est plus fort, Arwan, quand tu tapes sur la star de l'équipe. En tant que Oui, coach, mais bon. Oui, en tant que coach. Oui. quand tu es la star de l'équipe, c'est encore une autre manière de des faire. fois, tu peux pas tout le temps être aussi. Si tu sais que le mec va te répondre, ça veut dire qu'il y a bagarre toutes les 10 minutes. Donc, des fois, pour faire passer un message. Non, mais pour moi, là, à la fin de la journée, c'est juste pour parler, pour discuter. Et à la fin de la journée, ils ont gagné 6 titres en 8 ans. Ça a marché, hein, c'est tout. Voilà. Et puis Après, ça leur permet après, d'exister. tes coéquipiers, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. À la fin de la journée, ils n'auraient jamais eu de bague s'il n'y avait pas Jojo. Et vice-versa, pareil. Jojo avait besoin de ses coéquipiers. Donc, tout le monde avait besoin de tout le monde. De toute façon, tu ne peux pas gagner tout seul. C'est un sport collectif. Donc, à un moment donné, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça a réussi et ils ont gagné. Est-ce que quand vous vous mettez à la place d'Horace Grant, de Ron Harper, ils ont regardé le même documentaire que nous, est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils aient de la rancœur? Moi, je pense qu'ils en avaient. Je pense que Horace Grant a de la rancœur avant le documentaire. Hein. Ouais, moi, je Ah pense oui. que Horace Grant, ça a dû commencer quand ils ne l'ont pas gardé en 94. Ça doit être un mix de tout en plus. Parce que je pense qu'il voulait vraiment rester à Chicago. Et tu sais, des fois, le problème aussi, c'est que des fois, quand tu es dans une équipe, c'est chiant quand tu joues aussi avec des joueurs qui pensent qu'ils sont plus forts que ce qu'ils sont, en fait. Et ça, c'est difficile. On en a tous connu à nos niveaux. Ça, c'est difficile à gérer, en fait. Quand tu veux jouer et que tu as des joueurs qui ils se voient plus forts que ce qui est vraiment la réalité. Et Horace Grant, s'il pense vraiment qu'il pouvait être Jordan et porter une équipe, bah ok, bah ça devait être dur pour Jordan à gérer Horace Grant qui pense qu'il peut porter une équipe. Parce que jamais de la vie, Horace Grant peut porter une équipe. C'est La sûr, pire maladie du basketteur, hein, du sportif. Plus fort Mais, que ce qu'on dit, du sportif. ouais. C'est pour ça. Et c'est pour ça que on va dire les clés du succès, tu vois, d'une équipe, c'est quand tout le monde accepte son rôle. Tu n'essayes pas de faire ce que tu ne sais pas faire. Tout le monde reste à sa place. Et moi, je l'ai toujours dit qu'à San Antonio, pourquoi ça a autant marché? C'est parce qu'on n'a jamais eu de problème d'ego. Et on a toujours respecté, OK, Tim Duncan, c'est la star. Moi et Manu, on fait notre truc. Les role-players, ils font leur truc. Et il n'y a jamais eu de problème. Et tout le monde avait assez à manger et tout le monde était content. Et on n'essaye pas d'espérer plus. Et moi, je ne vais pas dire genre, OK, pour mon ego, j'ai envie d'aller changer d'équipe pour voir si je peux porter mon équipe tout seul. Tu vois, Même Kawhi, il a attendu. Alors peut-être qu'il aurait pu être performant quelques années avant, Kawhi Leonard. Non, mais Kawhi, il est arrivé plus tard. Donc, parce que il est arrivé plus tard dans notre truc aussi. C'était juste les 2-3 dernières années. Moi, je te Il est arrivé parle dans un des renouvellement. Ouais. premières années où on était qu'avec Tim et Manu. Mais ce que je veux dire par rapport à Horace Grant Et encore, avec Kawhi, il est arrivé, il a fait son rôle. Bien et sûr. après, nous, on était les premiers à dire OK, Kawhi, maintenant, c'est ton équipe, c'est toi qui gères, tout passe par toi. Et moi, et Tim et Manu, on était les premiers à lui donner les clés. Hein. Pour revenir vite fait sur le documentaire sur Horace Grant et Ron Harper, je comprends l'idée de jalousie ou des problèmes qui durent depuis 20 ans. Mais il y a une autre réalité aussi, c'est que même moi, en regardant, et je parle surtout de Ron Harper, en regardant le documentaire,
je me dis, putain, Ron Harper, c'était quand même un vrai gars du deuxième tripit dans le 5, c'était un vrai gars avant. J'ai l'impression que dans ce documentaire, on n'a parlé que de lui sur Cleveland, sur l'avant Bulls, et qu'on ne l'a pas vraiment mis en valeur dans ce documentaire. Et quand tu te dis que c'est Jordan qui est à la manette de tout ça et qui a décidé pas mal de trucs, je peux comprendre qu'à sa place, ils se disent, mais en fait, je ne suis pas respecté. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je vais dire ça? Parce que regarde, quand il montre le passage à Orlando, ils le mettent bien en avant quand même. Comme quoi, il a tapé les Bulls. Ils l'ont mis en trophée. Je me suis barré, du coup, je voulais me venger, je me suis vengé. Il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait le couper, ça. Pour Horace Grant, tu veux dire. Horace Grant. Horace Grant, tu as entièrement raison. Mais pardon, je suis sur Horace Grant. Tu vois, sur Horace Grant, il y a des phases où il est mis en avant, clairement, Horace Grant. Sur Steve Kerr, il y a un passage archi intéressant, archi émouvant sur lui. Tony Kukoc, pas assez, mais on a quand même une partie sur lui. C'est vrai que Ron Harper, nous, on le sait parce qu'on suit, mais il n'y a rien sur lui. Ouais. Alors que c'est vrai que c'est le meneur titulaire du deuxième free pit. Il est archi important. En fait, tu voulais 20 épisodes, en fait. Oui. Un peu. Non, mais tu as raison. Ils ont dû choisir, c'est clair. Mais en fait, il y a le documentaire et il y a la réponse des gars derrière. Je comprends Ron Harper. Oui, bien sûr. Mais Ouais, c'est après, ça que je veux dire. moi, je comprends pourquoi Steve Kerr est autant mis en avant. Steve Kerr, j'ai beaucoup de respect pour Steve Kerr, mais c'est loin d'être Ron Harper en tant que joueur, en tant que basketteur. Il est quand même à des années-lumière de Ron Harper. Maintenant, Steve Kerr, ça permet aussi de faire le lien avec la nouvelle génération parce qu'il est coach des Warriors. Quand un gamin de 14 ans, il regarde The Last Dance, Steve Kerr, ça lui parle beaucoup plus que Ron Harper. Peut-être qu'il y a ça aussi pour faire le lien pourquoi Steve Kerr a été aussi beaucoup mis en avant. Et puis, c'est surtout quoi, la fin des épisodes, c'est focus sur match 6. Le focus qu'on a vu, c'est Jordan, Pippen, Rodman, Kukoc, Steve Kerr. Quels sont les 5 joueurs sur le terrain en Game 6? Mais c'est eux. Tu as raison. Steve Kerr, Pippen, Jordan, Rodman, Kukoc. Ce n'est pas les 5 starters, c'est les 5 qui finissaient le game quand il fallait gagner. Et c'est ça le plus important, Steph. Ouais, c'est important. Ouais, c'est vrai. De toute façon, après, la vérité, c'est que oui, il a peut-être été odieux, il a peut-être été dur, peut-être que oui, il a embrouillé des mecs plus facilement que d'autres. Mais au final, c'est ce que tu dis, Tony, c'est quand tu gagnes autant, tu peux rien dire à des mecs. C'est pareil. C'est comme prendre un mauvais tir avec 3 mecs sur la gueule, mais si tu m'y filoches, qu'est-ce que je te dise? La finalité, c'est toujours la même. En fait, tu es obligé d'être dur comme ça quand tu veux gagner dans le temps. Parce que c'est, entre guillemets, facile de gagner le premier, mais le deuxième, le troisième, le quatrième, et que humainement, c'est normal. Tu as moins faim que les autres équipes. Parce que les autres équipes, elles en ont marre de perdre contre toi. Elles en ont marre. Tous les ans, ils ont beaucoup plus de motivation que toi, quoi qu'il arrive. Ça, c'est humain. Donc, tu es obligé d'être encore plus dur pour essayer de matcher cette énergie et matcher cette envie, en fait. Et c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre et que si tu ne sais pas ce que c'est de gagner et de gagner beaucoup dans le temps, ça peut être dur pour les gens de comprendre de pourquoi il était aussi dur. Et on a vu, toi tu parlais beaucoup de fatigue pendant 10-15 ans, doublé NBA, équipe de France, et on a vu parfois Jordan en fin de saison complètement exténué. Et là, on se rend compte que, putain, une saison NBA, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est dur. Et sans match. C'est pour ça que des fois, après, quand tu enchaînais l'été, c'est Ah oui, lui, on le voit partir à Barcelone, il y va, il se dit, bon, vas-y, j'y vais, l'histoire de taper le ballon, mais il n'est pas super chaud pour y aller. Et gros, les saisons de N3, ça finissait début avril, j'étais rincé, moi. On est obligé, Tony, de parler de Jerry Krause, qui est un petit peu réhabilité sur le dernier épisode par Pippen notamment, mais qui est présenté au début un petit peu comme vraiment un méchant, alors que ça reste le meilleur GM de tous les temps pour Scottie Pippen. Ouais, parce que tu as dit Derrick Rose, hein, c'est pour ça que je ne comprenais pas trop. Jerry Krause. J'ai dit Jerry Krause. Jerry Krause. J'ai fini ma saison de N3, je suis cramé, il les a gars. dit Derrick Rose. Je croyais qu'il a dit Derrick Rose. Je comprenais Non, mais en rien. fait, on croit tous que chaque fois, alors, je vais bien C'est arrêter. très important, Derrick Rose, sur le premier titre, hein, quand même. Donc, Jerry Krause, qu'on présente au début un petit peu comme le vilain, parce que c'est lui qui met qui met les barrières tout de suite de cette saison, les limites de cette dernière saison 87-90, en disant Phil Jackson, tu ne repartiras pas, c'est ta dernière saison. Mais quelque part, c'est un mec qui est considéré comme le meilleur GM de tous les temps et en même temps comme un mec qui ne fait pas de cadeaux non plus. En tant que dirigeant de club avec Nico, je ne comprendrai jamais, mais alors jamais, comment tu peux dire ça à un coach avant même de commencer la saison? Tu peux être 82-0, je ne te re-signe pas les prochaines. Je ne comprendrai pas. Franchement, je ne comprendrai pas. Mais bon, après, tu as le meilleur joueur de tous les temps dans ton équipe. Tu viens de gagner 5 titres en 7 ans.
mais laisse-leur le droit de perdre. Non, et après, quand ils ont perdu, non. ok, bah vas-y, commence ton rebuild. Parce que tu sais que rebuild en NBA, c'est pas comme au foot en Europe, où tu peux acheter les meilleurs joueurs et Ça tu dure, rebuild. ça dure 10 ans. En NBA, ça peut durer 10, 15, 20 ans le rebuild. Parce que si tu n'as pas de chance à la draft, Demande au Knicks, ils reconstruisent depuis 80, depuis 95. bah ouais, grave. Depuis 73, depuis le dernier. Non, mais c'est pour ça que je ne comprendrais pas. Si tu connais bien les règles de la NBA, tu connais bien le basket, tu sais comment c'est dur d'avoir une bonne équipe. Et là, tu as le meilleur joueur. Tu as un truc qui marche bien. Moi, je ne comprendrais jamais. Parce que si tu es propriétaire, c'est pour au moins vivre une fois dans ton règne de gagner des titres ou tu as une chance sur 1000 d'avoir une dynastie. Là, tu as une dynastie. Là, Reinsdorf, là, ça fait quoi là? Ça fait 22, 23, 20, peut-être il ne va plus jamais gagner un titre de sa vie en tant que propriétaire. Et là, tu avais le truc de malade et tu veux le casser. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, même Jordan, s'il marche doucement, tu remplis la salle. Tout va bien, le business marche bien. Là, on sent le businessman. Là, on sent le businessman. Vendre des billets. Surtout quand tu vois l'équipe 98-99. Tu gagnes 5 sur 7. Là, tu fais 6 sur 8. Qu'est-ce que tu te prends la tête à rebuild? Mais est-ce que l'histoire est moins belle si ça se termine sur une défaite? Ah oui, non, mais après, ça, c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Donc, toi, tu lui en veux à Jerry Krause. Non, mais moi, j'aurais aimé au moins voir jusqu'où ils vont aller. Mais Jordan aussi, je crois. Jordan, qu'il a ce regret. Four Pete, ça a été fait qu'une fois dans l'histoire et encore, c'est dans les années 50-60 avec Boston Celtics. Imagine les Bulls, ils auraient fait un Four Pete, ça aurait été un truc de malade. Mais c'est vrai qu'avec le recul, tu as raison. Enfin, en fait, d'un point de vue business, même s'il y a des inimitiés, ils se détestent dans le vestiaire, avec le coach, ils se détestent. En tant que dirigeant sportif d'une équipe, tant que ça marche. Si tu as Jordan, rien que pour remplir la salle, tu le fais jusqu'à 44 ans. Tu lui dis, s'il te plaît, Jojo, reste encore une année. Et tu prolonges. D'un point de vue business. Il le dit, je joue pas pour un autre coach. D'accord. Ok, voilà, ok. Jackson, point. Ouais, mais oui, non, mais. Phil Jackson. Au pire, tu prends Gilly Jackson. C'est Jackson aussi. Jerry Reinsdorf, il dit quand même que Jordan, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il l'a dit après de Last Dance. Et qu'on verra, jamais on verra un autre joueur comme ça. Donc, il devait déjà penser comme ça à l'époque. Donc, si tu sais que tu as le truc le plus rare, que tu vas peut-être jamais le voir, mais pourquoi tu ne gardes pas le même coach alors si c'est ça qu'il demande? C'est ça que je comprends pas. Mais Jerry Reinsdorf, il a tenté. Il a essayé de garder Phil une année supplémentaire. Non, mais le problème dans tout ça, c'est Jerry Krause. Il ne le laisse pas dire des trucs comme ça. En plein All-Star Game, il balance des trucs pour énerver l'équipe. Tout ça, je ne comprends pas. Tu vois. La conférence de presse, là, quand le journaliste lui pose la question, oui. il le traite de malhonnête et tout, c'est assez incroyable. Mais c'est quand même paradoxal parce qu'on a l'impression que c'est le GM qui a construit la meilleure équipe de tous les temps. Mais qu'en même temps, il a eu des déclarations en disant c'est pas les joueurs qui gagnent. Moi, je suis obligé de t'arrêter sur ça. C'est pas lui qui a drafté Jordan. C'est pas lui. Non, mais il a construit la meilleure équipe du temps. C'est qu'autour de Jordan, il a quand même fait venir des pièces archi importantes. J'ai construit la meilleure équipe de tous les temps. D'accord. Mais si tu es le GM, c'est qui le joueur le plus important que tu dois garder happy? C'est Jordan. C'est pas Tony Kukoc en tout cas. Oui, alors garde Jordan happy. Ah ouais. Donc, est-ce que justement cette faute de goût de fin, parce que tu vois Jordan, les gens ils disent ouais c'était un tyran, mais il a jamais rien dit quand Jerry il faisait ses changements de joueurs, qu'il a construit l'équipe comme tu as dit, c'est lui qui a choisi Pippen, c'est lui qui a choisi Grant, il a changé de coach. Doug Collins, il a dit ok, alors que Doug Collins, si vous connaissez bien l'histoire, il était proche de malade de Doug Collins. Il a dit ok, Phil Jackson c'est parti. Mais là, il est en fin de carrière, il a 35 ans, il ne va pas se prendre la tête avec un nouveau coach et tout ça. C'est compréhensible si tu es Jordan. C'est vrai que Jojo, il n'est jamais monté au front. Quand il trade Charles Oakley, il dit Charles Oakley, c'est mon gars, c'était mon protecteur, il se fait trader. C'est vrai qu'il n'a pas eu de déclat. Et c'est pour ça que malgré tous les changements que Jerry il a fait, de ce qu'on sait, Jojo, il n'est jamais monté au front, on est d'accord. Donc, si le seul truc qu'il demande à 35 ans, ce que je peux comprendre, c'est pas changer de coach, ça fait 9 ans qu'on a le même coach, on a gagné 6 titres en 8 ans, je pense pas que c'est un truc de ouf de demander, franchement. Et pire même, quand Pippen, dans la saison 97-98, il dit « j'en ai marre, je vais être transféré », Jojo, il dit pas « je suis d'accord avec mon gars Scottie, il mérite un meilleur contrat », il dit « Scottie Pippen est égoïste ». Donc, quelque part, il prend parti pour les Bulls et donc pour Jerry Krause. Même à ce moment-là, à la toute fin,
En fait, Jerry Krause, il doit dire, bon, bah, Pippen, au pire, je le vire, mais Non, mais Jojo, c'est pour ça que moi, je suis Ransdorf. Tu es milliardaire, tu as une franchise tu dis, mais vas-y, paye-le, Pippen, c'est bon. À un moment donné, c'est bon. C'est bon. Tu sais, enfin, à un moment donné, tu es propriétaire NBA, c'est pour vivre des trucs de malade et gagner des titres. Sinon, tu n'es pas propriétaire NBA. Tony, Donc, toi, à la place de Jojo, si tu as ouais. un coéquipier qui est sous-payé comme ça, mais qui est tellement bon, est-ce que tu fais en sorte qu'il renégocie son Ah, contrat? moi, je monte au front quand même contre le GM et lui dire comment il faut le payer là quand même. Ça. ça dure depuis trop longtemps, il est temps de payer un peu, gros. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Ah, moi, je serais allé au charbon pour mon coéquipier. Du coup, c'est quand même bizarre qu'on le considère comme l'un des meilleurs GM de tous les temps et qu'il ait brisé justement cette espèce de truc. Mais on a l'impression que c'est quand même un mec qui est aussi, tu parlais tout à l'heure que Jordan prenait beaucoup de la lumière et que certainement les égos autour de lui, ben, c'était compliqué. Et Jerry Krause, lui, clairement, son ego, Ouais, on mais sent qu'il a alors envie d'être là, en ouais, mais avant. là, je comprends pas là. C'est-à-dire que les joueurs soient jaloux, ça, je peux comprendre. Tu vois, Horace Grant, Ron Harper, ça, je peux comprendre. Mais qu'un GM soit jaloux, ça, je comprends pas. C'est quoi le complexe qu'ils disent dans le documentaire? À un moment donné, il y a une formule. Ils disent le complexe, tu sais, de. Ah, ça, c'est la version française. Ouais, non, mais non, c'est les sous-titres, mais en anglais, alors j'aurais pas le mot, mais le complexe un petit peu du petit qui était maltraité à l'école et qui, du Ah coup, oui. se retrouve avec avoir du pouvoir, tu vois. Ouais. Syndrome de Stockholm, je crois, Erwan. Non, rien à voir. Le complexe de Deep. Complexe de Deep. Ok, Franchement, merci Michel ouais. Simès. Franchement, sur ça, je comprends pas. Je sais pas, t'es GM, enfin, je sais pas, ton job, c'est de mettre la meilleure équipe. Qu'est-ce que tu t'en fous que Jordan prenne toute la lumière? Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu devrais être content que tu es la plus grosse star qui ait Non, mais jamais existé dans le tu vois sport. quand il dit les joueurs, c'est bien, mais c'est dans le bureau qu'on gagne des titres. Et que Jordan, il fait non, mais tu peux faire ce que tu veux. Au bout d'un moment, comme tu disais tout à l'heure, c'est les joueurs. Au bout de la Clairement. journée, c'est les joueurs qui font le taf. Et lui, il a quand même cette déclaration incroyable de dire, après, pour fêter un titre, il dit non, mais c'est dans le bureau, c'est le staff dans les bureaux qui gagne les titres. C'est un Non, truc mais de ouf de dire ça. il faut un peu de tout, de toute façon. Bah oui. C'est important, c'est important Il aussi. faut que tu aies une bonne organisation, un bon proprio, bon JM. Il faut que tout soit bien, de toute façon. Mais à la fin de la journée, c'est clair que c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Archie Bufford à San Antonio, il n'a jamais fanfaronné comme ça. Il reste dans l'ombre tranquille. Non. Non. C'est ça qui était bien avec Arcy et Pop, c'est que même si Arcy et Pop, bien sûr, ils ont leur ego, ils voulaient réussir, être les meilleurs et tout ça, ils savaient très bien que c'est les joueurs sur le terrain qui fait gagner le titre. Et Pop, c'était toujours le premier à dire Yeah, but it's my players. Tu vois, il était toujours le premier à dire ça. J'ai une question par rapport au rôle. Là, tu parlais de propriétaire. Concrètement, le propriétaire d'une franchise NBA, c'est quoi son influence au quotidien sur l'organisation? C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Chaque propriétaire est différent. NBA, tu en as qui sont super impliqués à la marque cubane, tu en as d'autres qui sont moins impliqués. Tu en as qui donnent beaucoup de pouvoir au GM, tu en as qui donnent beaucoup de pouvoir au coach. Ça dépend. Ça dépend. Chaque propriétaire fait ce qu'il veut et ce qu'il veut. Enfin, on va dire sa façon dont il veut être impliqué, quoi. Les gars, j'ai deux dernières questions pour finir ce débrief de The Last Dance. La première, c'est est-ce que ce documentaire, finalement, il va pas trop dans le sens de Michael Jordan, comme certains le reprochent? Moi, perso, bien sûr, je vais dire non. Tu vois, moi, je trouve pas. Et de toute façon, Stephen A. Smith, je regardais, il a dit hier sur ESPN, de toute façon, les gens care que de ce que la version de Jordan, de toute façon, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui nous intéresse. Mais après, non, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que le directeur, il a quand même fait du bon boulot pour, comme on l'a dit tout à l'heure, donner de la lumière à Horace Grant, donner un peu l'avis un peu de tout le monde puisse s'exprimer. Après, oui, c'est clair que ça sera toujours un peu. Les gens vont toujours critiquer parce que Jordan, il avait de l'essai sur le documentaire. Donc, ça ouvrira toujours la porte pour dire que c'était faussé. Mais moi, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Nico? Faussé, il y a quand même pas mal d'aspects négatifs d'MG qui ont été accentués, qu'on ne connaissait pas forcément. Ouais, mais qui se transforme au final de façon positive. Je veux dire, les gens retiennent pas ça. Non, mais le truc, c'est qu'on a toujours vu l'image Jordan, Dieu intouchable. Enfin, la plupart, par ceux qui ne connaissent pas forcément, mais on ne connaissait pas l'histoire de gambling, on ne connaissait pas en précision. Quand il va pas à la Maison-Blanche en 91, parce qu'il a une affaire un peu bizarre, ce qui doit aller au tribunal. Comment son père est décédé, il y a eu des histoires, c'est pas vrai, mais des histoires sur le moment, c'était un peu bizarre parce que c'était peut-être à cause de lui. Enfin, tu as plein de trucs négatifs sur ses teammates, la patate qui met à Steve Kerr, enfin plein de trucs comme ça où c'est assez négatif quand même. Ouais. Mais après, tu ne veux pas non plus montrer la beauté de Jordan parce qu'on connaît déjà.
Donc, c'est pour ça que le documentaire était là. C'est qu'il y a quand même, entre guillemets, un gros tiers de négatif. Donc, c'est ça qui m'a plu, moi, entre guillemets, que même avec tout ça, ça reste l'icône qu'il est, quoi. Je crois qu'on se rejoint de toute façon tous pour dire que c'est très positif. Je suis très content d'avoir vécu ces 10 épisodes. C'est même trop court. J'aurais adoré qu'il y ait une saison 2, qu'ils aillent plus loin sur certains aspects. C'est vrai, ils abordent les sujets négatifs. Tu as raison, hein, Nico. Ils en parlent frontalement. Il y a des images au tribunal, j'avoue, c'était incroyable. La mort de son père, les 3 semaines où on ne sait pas où il est. Effectivement, ils parlent des choses, mais Steph a raison. C'est que c'est tourné de manière à te dire que non, c'est pas vraiment un gambler, c'est pas si grave que ça. Enfin, tu vois, tout n'est pas si grave. J'ai pas l'impression que… Ou tout lui a permis d'être ce qu'il est. Alors qu'en fait, il y a forcément d'autres gens qui ont la vérité sur ce qui s'est passé. Par exemple, sur son père, dans le livre sur Jojo, on dit quand même, alors je crois que des énormes pincettes, mais en tout cas, c'est dans le livre que c'est écrit, ils disent que c'était quand même un pédophile. Tu vois, donc on va très très loin sur certains trucs. Donc, bon, sur la globalité, c'est très satisfaisant. Je ne vivrai pas tous les jours en me disant bon, peut-être qu'ils auraient pu nous dire ça et ça, mais il y a quand même des zones d'ombre qui ont été abordées, mais sur lesquelles on aurait pu aller encore un peu plus loin. Steph. Moi, j'ai une question pour vous. Vous étiez content de comment ça a terminé, le 10e épisode? Comment ça s'est terminé, l'épisode? Bon. Par rapport à sur ce Game 6, les 40 dernières secondes, c'est comme ça que ça se termine. Après, il y a la parade, c'est ça, de mémoire? Ouais. Après, il se lève, on le voit, il se met debout là chez lui, non? Non, c'est pas ça. Après, ça se termine que ils auraient aimé qu'il y ait un Ah ça. Parce que, en fait, pourquoi je vous demande ça, c'est que tu sais, les 2 derniers épisodes, c'était vachement l'émotion, tu sais, 7 et 8. Oui, gorge nouée. Et le 10e, moi, quand c'est terminé, je sais pas, j'aurais préféré qu'il parle, tu sais, de legacy, comment les Bulls a changé en fait le sport, le basket, comment ça a impacté à l'international, enfin tous les trucs comme ça. Parce que en fait, on a terminé où il était encore vénère contre Jerry Krause. Et je me suis dit, c'est dommage de terminer comme ça, alors qu'on aurait pu terminer avec une note positive, et parce que les Bulls, quand même, ça a impacté le monde entier, quoi. Il n'y a que Obama qui le dit ça. Qui dit que Jordan et les Bulls ont changé la vision de la culture américaine dans le monde entier. Il n'y a que Obama qui a une phrase incroyable d'ailleurs, hein, mais c'est la seule personne, tu as raison, qui en parle. Ouais. Parce que ça change le basket mondial, hein. C'est pas que la NBA, c'est vrai que les Bulls… Et c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vrai que je me dis que c'est dommage, parce que ça, c'est un truc quand même rare, qu'un joueur, une équipe ait changé, mais tout le sport dans sa globalité, quoi. Après, sur la fin, parce que moi, ce que j'ai aimé sur la fin, c'est que le mec lui demande: est-ce que vous voulez entendre ce que Jerry Reinsdorf a à dire sur la dernière année? Et ce qui est bien, et Jordan dit: ah oui, parce que j'ai jamais eu les explications. Il dit: je me suis fait les scénarios, mais j'ai jamais vraiment eu les mots du patron. Et il regarde ça et il dit: ouais, mais moi, j'étais chaud pour prendre une année. D'ailleurs, lui, il dit que c'est pas vrai, hein, Jerry Reinsdorf. Il dit que Jordan n'était pas prêt à refaire un an. Ouais, il dit que moi, j'ai eu une conversation avec lui et qu'il n'était pas prêt. Donc, de toute façon, après… Tu vois, on est en plein dedans. Il nous a montré ce qu'il voulait nous montrer. Voilà. Mais, voilà, là, je vous rejoins sur certains points. C'est que moi, je suis d'accord avec Nico. On va sur des parties un peu sombres. Moi, j'ai senti qu'il avait un vrai problème avec le gambling. Alors, il était tellement blindé que ça n'a jamais affecté sa vie personnelle. Mais il avait un problème avec le pari. Alors, certes, oui, c'est un grand gagneur. Mais au-delà de ça, il y avait un problème, je pense, quand au golf, il perd et qu'il continue, qu'il a finalement il a des dettes qu'il ne paye pas. Il avait un vrai souci avec ça. Bon, en tout cas, je l'ai compris comme ça. Maintenant, c'est quand même Jordan, l'homme, mais surtout le basketteur, la légende. Et que tout ce qu'il a fait, tous les à côté qu'il y a eu autour de lui, et lui se défend toujours de dire: mais moi, je veux pas être un exemple social. On voit quand il ne veut pas soutenir le candidat en Caroline du Nord, tout ça. Il n'a jamais dit: moi, je veux être un exemple pour la communauté. Il a été ce qu'il a été, et surtout que son but, c'était de gagner. Et comme tous les excès qu'il a après être mené 2-0 face aux Knicks, il gagne toujours à la fin. Et qu'est-ce que tu vas dire à un mec qui gagne toujours à la fin? Tu vois? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire à un sportif, même s'il sort en boîte, même s'il a 63 meufs, tu vois, qui boite, qui tisse 2 heures avant les matchs, qui fume des cigares dans les vestiaires. On parle de 6 cigares par jour. Hein, qu'il arrive au match 1 des finales NBA avec un casque et il danse dans un casque, il s'en bat les couilles. Le mec, à la fin, c'est lui qui gagne. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Cette équipe-là, c'est clairement le contre-exemple de tout ce qu'il faut faire. De tout ce qu'il faut faire. Parce que quand dans n'importe quel sport, n'importe quel athlète, collectif, individuel, ouais, il faut se coucher tôt, il faut bien manger, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas sortir, il faut rester machin, il faut respecter les coachs, il faut respecter les dirigeants.
Eux, ils n'ont rien fait de tout ça. Ils buvaient, ils fumaient, ils sortaient, ils machin, ils gamblaient, ils s'entraînaient. Jordan, il arrivait au match 2 heures avant, fumer le cigare. L'autre, il insultait les GM dans le bus. C'est peut-être la meilleure équipe, tout sport confondu, de l'histoire. Et C'est d'ailleurs, peut-être pour ça, en fait, Ouais, qu'ils sont tellement géniaux. C'est qu'ils sont incomparables parce que mais personne ne peut faire tout ce qu'ils ont fait et être aussi fort. Tu peux gagner peut-être une fois par chance, mais pas dominer et être une légende mondiale. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont cette image-là légendaire. c'est Qui clair. imagine, c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines, si ces mecs-là avaient une bonne hygiène de vie. Alors cette question-là, il y a pas mal de gens qui me disent. La théorie Yakuba, théorie. Sous les Jawara. Sous les Jawara. Ouais, mais même Ronaldinho, il aurait été sage, il aurait eu 10 ballons d'or. Mais qui vous dit que s'il est sage, c'est le même joueur aussi? Il y a des mecs qui ont besoin de ça pour s'épanouir et pour bien jouer. Sous les Jawara, il arrive d'Angleterre, il signe à Bordeaux, il fait à Bordeaux, attends, gros club, il y a de l'ambition, il sort plus, il est cata sur le terrain. L'assistant, comme il s'appelle, de Laurent Blanc, là. Gasset. Gasset, Valvor, il fait gros, reprends ton mode de vie normal, régale-toi. Le mec, il a retourné Bordeaux et il a retrouvé son niveau. Il est champion de France. Champion de France. Il y a des mecs qui marchent comme ça. C'est clair. Ouais. Là, Ouais, mais je suis d'accord avec Nico que ça peut durer qu'un certain temps. Bien C'est sûr. ça. La longévité, elle vient de ton mode de vie. Par contre, j'ai une question. Tony et Nico, vous avez souvent allé jouer à Salt Lake City. Il y a des pizzerias qui servent maintenant après 22h. Faut donner les adresses à Rudy pour qu'il n'y aille pas. Anecdote incroyable, celle-là. Hein. Utah, Celle-là, elle est incroyable. Parce le que flu game aussi, c'est bien ça, flu game. ouais, le flu game était lourd. Ouais, ouais. La partie flu game, le montage du flu game, il est Ah ouais. flippant. Quand tu dis, ils sont arrivés à 3-4 dans la chambre avec une pizza, on n'a jamais vu autant de livreurs pour livrer une pizza. Mais ils avaient l'info. Et c'est vrai que en fait, le documentaire et ce moment-là en particulier, c'est toujours pour nous montrer que malgré les sollicitations, malgré un mode de vie complètement fou, malgré même de la maladie ou des chocs de vie avec la mort de son père, il est trop fort en fait. C'est un surhomme. Physiquement, c'est un surhomme. Mentalement, c'est un surhomme. Au-delà même du basketteur, il est incroyable et c'est aussi ça que tu retrouves dans tout le documentaire. Si on avait vu que du basket, on ne pouvait pas se rendre compte en fait qu'il était si fort Il n'y avait pas de au vie. vu de tout ce qu'il y avait autour. C'est clair que j'aurais pas mangé une pizza avant un Game 5 des finales. À 23h, une cannibale. Une achetée, une offerte. Incroyable. Autre question où on est obligé de la poser, c'est que finalement, ce documentaire, il a relancé un débat entre deux générations. Nous, tu l'as dit, Tony, en début d'émission, nous, les trentenaires, bientôt quarantenaires pour certains, on est forcément nostalgiques de cette époque-là. Mais par contre, ça a relancé ce débat incroyable avec les plus jeunes, certainement, autour de LeBron James. Quel avis tu as, toi, là-dessus? Moi, je pense que je vous ai déjà répondu la dernière fois. Mais en fait, on veut que tu nous le dises pour qu'on le mette après sur les réseaux sociaux. Non, mais pour moi, Jordan, c'est le meilleur de tous les temps. Et pour moi, c'est not even close. Not even close, traduction subtitle. Il est même pas prêt. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, voilà. Il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Bon, je suis d'accord avec Tony, mais il y a des gens qui vont nous dire que LeBron James, sa longévité, la saison qu'il fait aujourd'hui à 35 ans. Mais c'est vrai, mais c'est des vrais arguments aussi, de toute façon. Mais après, moi, là, c'est Vince Carter qui a dit ça hier. Je ne suis pas forcément con, c'est même plutôt pour. C'est que tu ne peux pas forcément juger LeBron dans ce moment, dans ce classement-là, tant qu'il n'a pas forcément fini de jouer. Imagine, il en prend encore pas deux. équitable pour LeBron James aussi. Même si moi aussi, je pense que pour l'instant, Jordan est le GOAT quand même. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je joue pour lui et tout ce que tu vois autour. Mais c'est vrai que tant qu'il n'a pas forcément fini, c'est peut-être pas forcément équitable pour LeBron James lui-même de le juger. Complètement. Il faut attendre alors. Moi, je pense qu'il faut quand même attendre pour sceller la question et le débat. Et Tony, s'il est champion avec les Lakers, c'est ce que… Mais moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir sur Nico. Moi, il peut faire ce qu'il veut. Il ne sera jamais le GOAT. Il peut faire 82-0. Il ne regarde pas. Il peut faire 82-0, il saute. Ok, Jerry Cross. Ah oui, d'accord. Thomas, on t'entend plus. On t'entend pas. On t'entend plus. Toto Wolf avec ton casque. Là. Je reviens là, normalement c'est bon. Vas-y. Je suis d'accord avec Tipeee.
En fait, il faudrait que LeBron il fasse un truc aussi incroyable que Jojo, c'est-à-dire faire un tripit, être la meilleure équipe de tous les temps sur les années Est-ce qu'il n'a pas déjà trop perdu? Moi, je Le pense truc, non, je je pense suis pas qu'il a d'accord trop pour s'il perdu. gagne avec les Lakers, ça fera quand même 3 titres avec 3 franchises différentes. Il s'est renouvelé, super. Pour moi, quoi qu'il fasse, il a déjà trop perdu. Non, parce que si tu vas chercher un tripit, tu peux sortir un Non, argument. mais il J'ai va fait pas 12. chercher un free Non, mais pick, s'il a fait 12, mais admettons, le moment le plus fou. il a 108 ans l'année prochaine. Il a 35 ans, on ne sait jamais. Bref, on sait jamais. 35, 3, 38. Moi, ce que je vois, c'est que, admettons, il fait 6 titres en 12 finales en 20 ans de carrière. Il aurait des arguments, ce qui me paraît complètement improbable. Mais le truc de Jojo, et pourquoi on dit qu'il est toujours tout seul sur son nuage là-bas, c'est que tu ne connais aucun sportif au monde dans l'histoire de tous les sports. Allez, Michael Phelps, peut-être, même Usain Bolt a perdu. C'est que quand tu arrives au top du top du top, c'est impossible de te battre. C'est impossible de te battre. Alors, on parlera de 95 si vous voulez et tout, mais d'être à un niveau mental où tu es l'équipe à abattre, au bout d'un moment, tu es obligé de perdre. Il y a toujours une équipe qui vient te chercher, qui vient te battre, un jeune qui est à la dalle, un jeune super talentueux. Jojo, il n'a jamais ça. Une fois qu'il est au top, il est comme ça, 6 sur 6, ça n'a rien à dire. Et pour moi, quand on sort l'argument de longévité de LeBron, Jordan, il n'a pas joué pendant 2 ans aussi quand il était dans son prime, à 30 ans. Et on ne lui a pas laissé l'opportunité de faire un four-pit. Donc, c'est pour ça que, parce que 94-95, tu ne peux pas me dire qu'il n'aurait pas pris un des deux. Tu vois, il n'aurait peut-être pas gagné les deux, tu vois, parce que c'est dur de gagner autant, tout ça. En 93 qu'il a. Ah non, mais en 93, c'était abusé comment il était fort. Ça veut dire qu'il aurait pu faire 8 sur 8. Moi, je pense qu'il. Mais après, c'est voilà, tout le monde. C'est dur, c'est dur. Ce qu'il veut, c'est des opinions. Mais moi, je pense qu'il aurait pu faire ça. 8 sur 8. Parce qu'en 93, à 8 équipes. Jojo, il était dans son prime de chez Prime et il n'y avait pas une équipe qui était près d'eux. Franchement. Franchement, les Rockets 95, ça aurait été peut-être le plus gros challenge. Parce que les Rockets 95, en finale, ils sont comme Parce que, et la vraie faiblesse des Bulls, c'était quand même le secteur intérieur. Et là, il sort parce que, mais tu oublies, Nico, qu'il y avait Clyde Drexler de l'autre côté et Jojo serait devenu ouf pour encore le défoncer. Il aurait inventé l'histoire encore. Il aurait inventé l'histoire. tu vois, et ça me fait chier parce que c'est les Blazers qui disent ça, mais quand Drexler en 92, ils ont le regretté Duckworth. Ouais. Devin Duckworth. Là, ils ont super prime Olajuwon. Non, c'est sûr. Le Conglais, Rodman aurait graillé, quoi. D'ailleurs, Tony, vous parlez d'histoire. Rodman encore. Si on parle, il n'est pas là, Rodman. Mais 80, admettons, dans un truc fou, s'ils se rencontrent avec Rodman. Ouais. Sinon, si Cartwright, il mange, Rodman, il mange, Luc Longley, il mange aussi, quoi, tu vois. On parlait d'histoire inventée pour se motiver. Tony, toi, ça t'est déjà arrivé de te motiver contre un mec ou un mec t'avait fourni le match d'avant et t'as dormi toute la nuit pour le refournir le lendemain. T'arrivais, t'inventais des sources de motivation, toi? Des fois, ouais. Je t'ai inventé une histoire une fois. On veut un nom. Pas inventer des histoires. Pas comme Labrafor Smith où il a inventé. Non, pas à ce point-là. Non. J'avoue, tu sais que celle-là, je la connaissais même pas. C'est incroyable. Ça m'a fait rigoler. Non, ça, j'ai jamais fait ça. Nico, tu nous as dit tout à l'heure pour les Wizards, mais alors tu peux continuer un peu avec le truc que tu as dit Michael Jordan? Ah oui, le deuxième truc, c'était pourquoi il l'a fait. Que tout le monde dit, parce qu'il l'a fait après le truc des Cavs, il a vu LeBron venir, 2016, il a pendant la parade. Apparemment, il nous a dit c'est totalement faux. De toute façon, c'est pas du tout ça. C'est qu'il s'est passé quelque chose en fait dans sa famille et tout ça. Et c'est son frère qui lui a dit mais en gros, tu sais que si tu arrives quelque chose demain, tu n'auras jamais raconté de tes mots. On entend toujours les gens parler, mais ça ne sera jamais venu de toi en fait. Un truc demain tu n'es plus sur cette terre. Avec tout ce qui t'arrive dans ta vie, on ne saura jamais. C'est pour ça qu'il est autant ouvert en fait. Il y a eu ça ouvert, c'est pas ni au basket qui s'ouvre. Hein. Il s'ouvre au niveau de qui il était dans sa vie, en fait, tout ce qu'il a connu. C'est ça, en fait, qu'il a voulu raconter. Il y a plein de. Je trouve que les témoignages dans le documentaire, ils sont incroyables. Vraiment, les gens qu'ils ont interviewés sont. Chaque fois, chacun apporte un vrai truc, à part ses enfants qu'on voit 20 secondes chacun. Tony, tu n'as pas été interviewé, toi, pour ce documentaire? Si. Oh, ils ont fait une. Comment il s'appelle? Ils ont coupé au montage. Le frère de Vincent Chase, ils t'ont coupé au montage ou quoi? Tu sais que je pense que de toute façon, que ce soit moi, Pau, Dirk, ils ont dû tous nous interviewer. Mais
ils n'ont pas fait, on va dire, ils n'ont pas fait le. Tu sais, 10 épisodes, c'est beaucoup. Hein, donc, ils étaient bien obligés de couper des trucs parce qu'à mon avis, ils ont dû interviewer beaucoup de monde. Je pense qu'ils Mais ont ouais, interviewé les 14 meilleurs meneurs de l'histoire et toi, c'était 15e. Il est bête. Oh, Jerry Sloan est mort. Désolé de faire Oui, un oui, Jerry Sloan. Alors, je voulais le garder pour la fin Oh parce que non! s'il y a une heure, Jerry Sloan. Oh, Oui, c'est vrai. terrible. Oh, Ah, wow. Je voulais désolé. quand même le garder pour les 5 dernières minutes parce que c'est Il était, catastrophique. il, était, mais- il était malade, hein, je crois, depuis quelques mois, voire Il y années. avait quoi, la maladie de Parkinson, non, je crois. Jerry Oui, il Sloan. avait Parkinson, absolument. Ah, Coach wow. légendaire. On Ah, l'a c'est vu dans un le documentaire d'ailleurs. grand monsieur. Beaucoup Monsieur. d'humour, Ah Jerry Sloan. ouais. Quand il prend 40, Et, là, ancien il arrive joueur- en conférence de presse, il disait, vous êtes sûr que c'est la feuille de stats finale, ça, c'est le score. Il est très bon. Il a été très bon dans le documentaire, Ouais. en interview d'après-match, c'est vrai. Et ancien joueur des Bulls, hein, Jerry Sloan. Hein. Ouais. Exactement. Ancien joueur des Bulls. Je voulais finir sur un truc, du coup, ça m'a un peu perturbé cette nouvelle. Je ne vous cache pas. Non, je voulais faire une blague sur Johnny Drama qui était coupée au montage. Mais elle est complètement. Ça tombe un petit peu à l'eau. Donc, on va passer à autre chose. On a fait le tour, les gars, là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on referme définitivement ce dossier The Last Dance? Moi, ce que Vous j'aimerais. voulez pas. Non, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, j'ai pris énormément de plaisir à regarder ce documentaire. Il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Quand tu parles du meilleur sportif de tous les temps, du meilleur basketteur de tous les temps, forcément, tout le monde est comme un fou et tu t'attends à voir de grandes choses. Moi, il y a certaines choses que j'aurais aimé qu'ils fassent différemment, mais c'est vraiment un petit pourcentage du kiff énorme que j'ai pris à regarder des images, certaines que j'avais déjà vues 1500 fois, des images que je connaissais, mais aussi, on en parlait tout à l'heure avec le joueur, avec Jojo, sur lequel il a inventé l'histoire, j'ai aussi découvert des trucs. Et nous qui sommes dans le basket à fond, qui connaissons l'histoire quand même vachement, surtout sur Michael Jordan, de découvrir des histoires, des détails de l'histoire, moi, c'est ça qui a fait que j'ai pris encore plus de plaisir à regarder tout ça. Donc, si on te voit une semaine après, je me dis dans un mois, enfin dans 6 mois, dans un an, je regarderai le documentaire parce que j'ai vraiment adoré et je pense honnêtement que c'est le plus grand documentaire qu'on ait jamais vu par la longueur, par les détails et par les intervenants qu'on a eu la chance de voir dans le documentaire. Après, ce qui est bien ce documentaire-là, c'est que j'ai l'impression qu'il va lancer encore un nouveau concept, puisque maintenant, on va y avoir une. Maintenant, ils vont bazarder de tous les documentaires sur tous les athlètes qui existent. Tous les sens, là, maintenant. Ah, mais je suis pas sûr qu'on sera motivé de regarder 10 épisodes sur n'importe quel sport. On veut des noms, Tipeee. Non. Moi, je veux 10 épisodes sur la carrière de Devin Brown. Regarde, vous savez quoi? On va faire un petit tour de table. Tony, si tu veux voir un documentaire d'un sportif, t'aimerais voir qui maintenant? Roger Federer. Le mec, il me vole mon truc. Ah ouais, Nico? Moi, j'aimerais bien voir un documentaire sur Roger et la rivalité avec Nadal. Et à mon avis, ils peuvent faire un beau truc, beau documentaire, à mon avis. Vous Plus avez que sur vrillé- lui, sur vous la avez vrillé tennis, rivalité. Les deux, ils ont vrillé tennis. Ça, c'est fini le basket pour eux. Ouais, parce qu'ils ont amené le tennis à un niveau et on a rarement vu ça, une rivalité comme ça entre deux joueurs. Et puis tu peux avoir la vision des deux et les deux qui Ouais. voient Djokovic arriver un petit peu sur le tard et il peut y avoir des vrais. Un documentaire comme ça, ce serait nice. Mais après, je sais pas si Raj et Rafa, ils ont des caméras qui les ont suivis pendant cette année-là, des trucs. Parce que les documentaires, maintenant, nous, on veut voir de l'inside, on veut voir Bien sûr. Voir du vestiaire. On ne va pas voir un service volé de Roger Federer. Un documentaire comme ça, ce serait un truc de malade. Après, un documentaire sur Michael Phelps ou Usain Bolt aussi, ça peut être sympa aussi, les deux. C'est sympa. Nico? Carl Lewis. Ah, tu lâches pas l'affaire avec Carl Lewis, toi. Carl Lewis ou Tiger Woods. Tiger Woods, un vrai inside Tiger Woods, un des deux. Mais Tiger Woods, ce serait incroyable. Alors, un vrai inside aussi. Ah oui, un vrai inside. Il faut pas qu'il y ait le dernier quête, Tiger Woods. Il y a pas le dernier quête, gros. Il y a des endroits vraiment dark chez Tiger Woods. Il y a deux, trois sous-sols. Ce sera caméra infrarouge. Mais honnêtement, sur la carrière et sur les péripéties, Tiger Woods, c'est le meilleur sportif de l'histoire. Enfin, le meilleur. C'est le plus passionnant de l'histoire. Même si tu n'aimes pas le golf, il y a tellement de choses à raconter. Parce que le truc, c'est que le brand, ça commence tôt, mais c'est linéaire, quoi. Il y a pas de. Bah, c'est The Decision, quoi. Enfin, c'est du sport. C'est du sport. Et sinon, le reste, ça tout roule, quoi. Lui, ça part d'en bas, quoi. Enfin, depuis ses 16 ans, et puis on a parlé la dernière fois avec son père, enfin, comment il a été créé par une boîte et tout. C'est un bordel. C'est un bordel. Faut qu'il ose le faire. Tu vois, Jojo a mis 20 ans pour faire un documentaire.
Bah, Tiger Woods, il joue encore. Donc, Après, je suis sûr qu'il y a des images. Un truc comme ça, il faut laisser le temps passer. Ouais, bien sûr. Avec le recul. Bien Et sûr. après, tu regardes, tu as 60 ans. Tu vois, Jojo, il a presque 60, là, 56. Tu te dis, bon, je veux laisser quand même une trace. Et comme il a dit Nico tout à l'heure, très justement, tu as envie de dire ta version à toi aussi. Et pas tout le temps laisser les autres gens parler. Bien sûr. Parce que Tiger Woods, Jordan, t'imagines tous les articles qui sont écrits sur eux et les gens se permettent de donner leur avis, de dire des trucs alors que tu sais même pas Ça doit vraiment être ce qui s'est passé. On se rend pas compte, ça, les superstars comme ça, ils doivent lire des trucs sur eux, les gens parlent à leur place, ça doit être affreux à vivre tous les jours. Ouais, c'est comme Stephen Brun qui parle de la Suède et il sait pas comment ça se passe à l'intérieur de l'équipe. Moi, j'ai rien parlé, moi j'ai rien dit. Moi. C'est même plus du journalisme au jour d'aujourd'hui. C'est des gossips. Tu sais qu'en termes d'audience, on fait un chouïa moins que The Last Dance sur Asvel la série. On est pas loin. Non, moi j'aimerais voir, dans le tennis, j'aimerais voir André Agassi aussi, parce que lui, il a une jeunesse compliquée, très compliquée. Lui, il aimait pas le tennis, on lui a forcé à faire du tennis. Il a vu des choses aussi très sombres dans sa carrière. André Avec Agassi, une perruque, qui parle de la perruque, gros. Je veux un épisode sur la perruque. Ce serait incroyable. Sa rencontre avec Steffi Graf, mais il y a des choses incroyables dans la vie d'André Agassi. Ça, ce serait vraiment bien, Agassi. Ouais, Dédé, avec son short en jean et ses cuissards jaunes fluo. Tu sais, moi, sur un mec dont j'aimerais bien, parce que c'est pas notre génération, c'est celle d'avant, voire encore un peu plus. Moi, c'est sur Karim Abdul-Jabbar, parce que c'est un mec qui a une histoire, donc basket déjà fantastique, mais qui a aussi socialement, qui est un mec qui a fréquenté des Malcolm X, qui a fait. Tu sais, je pense que sur l'histoire aussi de l'homme, au-delà du basketteur fantastique qu'il est, qui est clairement dans la discussion du GOAT aussi, je crois qu'un vrai documentaire de fond de New York, UCLA, Lane, partout où ce mec est passé, que ce soit basket ou hors basket, il y a un truc spécial. Et je pense que sur Karim Abdul-Jabbar, il y a moyen de faire un truc assez incroyable. Ouais. De toute façon, on se retrouve toujours sur des mecs. Vincent Guérin aussi, The Last Dance sur Vincent Guérin. On se retrouve toujours sur des gens qui dépassent leur sport. Sinon, parce que évidemment que les sportifs, tu vois, je pense à Ronaldo, Messi, parler de leur rivalité et du fait de comment ils sont tirés vers le haut, c'est merveilleux. Mais tu me parles de Karim Abdul-Jabbar, leur histoire, même si j'enlève absolument rien à l'île de Madère ou à Rosario en Argentine. C'est rien dans leur vie. Ils apportent le sportif. Voilà, ils apportent le sportif. Il se passe pas grand-chose. Il faut complètement dépasser ton sport pour que ça nous passionne autant. Après, il faut avoir la notoriété. Maradona. Maradona. Il y a un super film. Il y a déjà un super film. Ouais, il y a déjà eu plein de trucs sur Maradona. C'était pour rebondir sur ce qu'il a dit qu'il faut sortir de son sport. Mais Maradona, il y a déjà eu plein de trucs, c'est clair. Dennis Rodman, ce serait lourd, mais moi, je veux des footage quand même de ces soirées-là. Ça peut être très lourd. Parce que Dennis Rodman, c'est quand même le seul mec qui, en interview, 20 ans plus tard, qui dit « Ah oui, je vais aller baiser des meufs et tout ». Moi, je trouve que c'est incroyable de dire ça, non ? De dire « Je vais à Vegas et tout pour baiser des meufs », ça me choque de ouf. Le gars, il est face à une caméra, il devrait se tenir un peu, tu vois, de ne pas tout dire. Et derrière, il y a Carmen qui dit « Oui, c'est vrai. » Pas qui a été en finale NBA plusieurs fois. Le mec, il se barre pendant la finale NBA, faire du catch, c'est comment ? Non, mais moi, j'ai halluciné. Je ne savais même pas en plus cette histoire-là. Qui est parti faire du catch. J'ai fait, mais c'est quoi son délire ? Et après, il revient après tranquille. Game 4, comme si rien n'était. Il a loupé l'entraînement, tout. Il revient, il taffe. Mais il revient en pyjama claquette. Il se pointe en entraînement. Mais qui s'est pointé en entraînement une fois dans sa vie en pyjama claquette ? J'en ai eu un, moi, qui fait ça. Ah, c'est vrai ? Je ne dirais pas. On peut faire un qui suis-je ? Un mec qui venait en shooting le matin, bah, il venait en claquette, on lui apportait des chaussures sur le terrain. Il mettait, mais il repartait après comme ça. En NBA ou en France ? En NBA. Attends. Il était très fort ou pas ? Donc c'était à Portland. Il a fait son truc. Quoi. Wes Matthews. Je ne dirais pas qui, mais j'ai vu ça. Très bien, très bien. On se finit sur un petit quiz ou quoi ? Ah bah super. C'était un petit quiz avec plaisir. J'ai un petit quiz avec plaisir. En plus, ça commence. Enfin, c'est sur The Last Dance. Premier épisode. Rappelez-vous de ce match le McDonald's Open, Paris, PSG Racing contre les Bulls de Chicago. Vous vous rappelez tous de ce match-là ? Et ben, à tour de rôle, vous allez me citer un joueur des 5 majeurs. Donc, il y a 10 joueurs à trouver. 5 majeurs ? Ouais. Pas cadeau. Thierry Zig, Dacoury. Oh non, attends. Alors, c'est à tour de rôle. Tony, tu vas commencer. Mais je croyais que tu avais dit qu'il fallait aller le plus rapidement. Non. Ma faute. Regarde, on va refaire.
Mais ce qui est bien, je vais t'expliquer pourquoi ce qui est bien sur les réponses que tu as données. C'est à tour de rôle, tu vas commencer, après Nico, après Erwan, après Thomas, et ainsi de suite. Donc, il y a les 10 joueurs, les 2 5 majeurs, et tous les noms que tu as donnés, il n'y en a pas un qui est dans le 5, Tony. Donc, on peut repartir à 0. Ah ouais, ils n'étaient pas dans le 5, les deux? Non. Ah, ouais. Ah, wow. Alors, Ok, vas-y. bon, vas-y, je commence. Eric Strullens. Eric, Tiens, ça, c'était mon joker de loin, Bravo. tu sors d'entrée. bravo, le Flying Belgium Guy, Eric Strullens. Nico, Michael Jordan. Michael Jordan. Finalement, il était starter. Hein. Phil Jackson l'avait mis dans le 5. Erwan, Ah, c'est à moi, vas-y sur Thomas, non, je suis un peu struggle. Ah, moi, c'est toi. moi, je peux si tu veux. Hein. Est-ce que Fred Forte, il n'est pas meneur titulaire? Fred Forte, bravo. Ah ouais. On pense à lui, hein, Fred Forte, il était starter. Tom, Cyril Julien. Tellement pas. Cyril Julien, t'es éliminé. Allez, sors de là. Tony, Ron Harper. Ron Harper, c'est une bonne réponse. Nico, Stéphane Rizak, la patate Ah oui. gauche, la patte folle. Rizak, il est là. Ils ont baisé là-dessus. Qui c'est le poste 4 au PSG à l'époque là? Il y a pas. Bon, il y a quand même les Bulls hein, qui jouent. Hein. Oui, je sais, mais les Bulls, il manque. Il n'y a pas Pippen, il n'y a pas Rodman. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas Dickie Simpkins dans le 5? Dickie Simpkins, il n'est pas dans le 5. Ce bâtard. Il reste Tipeee versus Nico. Tony, Scott Burrell. Scott Burrell, malheureusement, n'est pas dans le 5. Nicolas, si tu veux gagner, il faut sortir un nom. J'ai peut-être un autre gars, moi. Kukoc. Tony Kukoc n'est pas là. Il n'est pas dans le 5. Moi, j'ai un gars, peut-être. Vas-y. Jason Caffey. Jason Caffey était dans le 5. Ouais. En 5, c'est qui? Luc Longley? Bill En Wellington. Luc Longley était dans le 5. Ouais. Randy Brown était dans le 5. cinq. Et du côté du PSG Racing, Fred Forte, vous l'avez dit, Nicolas Loncar Ah, qui était oui. là. Ah ouais, à l'ancienne. Et l'autre poste 4, c'était Dejan Koturovic. Oh, j'aurais jamais trouvé ça. Voilà. Non plus. Voilà. Donc, pas de vainqueur, mais 2 éliminés très tôt, Erwan et Thomas. Bon, enfin, très tôt, t'es gentil. Enfin, et l'autre, il m'a lâché un Cyril Julien. Ouais, franchement, il dit Didier Gadou, c'est pas pire, gros. Voilà. Bon, les gars, on a fait le tour de The Last Dance. Tony, toujours un plaisir de t'avoir. Merci, Merci, beaucoup d'avoir merci, répondu à l'invite. merci. Nico, Merci, merci à toi, comme Ah, les d'habitude. gars. Fidèle au rendez-vous. Et nous, on se retrouve, on ne sait pas encore trop quand. On va travailler sur des futures émissions. Thomas, n'est-ce pas? Parce qu'on avait quelques petites annonces à faire, First Team. Oui, moi j'ai une petite annonce. Si vous voulez voir la star du Twitch encore, ça sera le 2 juin. Si vous voulez revoir la star Stephen Brun, la prochaine course est le 2 juin. Vous pouvez C'est noter. vrai, c'est une course de quoi? Et on fait en F1 et après, Formule 1 encore? et après on fait Mario Kart. Après. Très bien. Avec les mêmes guests que la dernière fois? On va en changer quelques-uns. Très bien. C'est le matos, ça y est. Ça y est, t'as acheté Nico va faire sa première apparition. Bravo. Le 2 juin, c'est noté. C'est parfait. Merci les gars. Ça À marche. très Merci bientôt. Tony. À bientôt. Ciao. Thomas, on ne t'entend pas avec Rode. Merci, Tony.